Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes à la date de l'enregistrement le 30 janvier 2020. Première édition du 17-20 en 2020. William Junier qui vous parle toujours en compagnie de mon bon ami Anthony Dupuis. Anto, ça va bien? Super bien, et toi-même, William? Ça va très bien, Anto. Juste avant, j'aimerais te féliciter. Nouvelle fonction, entraîneur de la ligne offensive avec les Vultures de Drummondville au collégial Division 3. Donc, mes plus sincères félicitations. Ah ben merci. Écoute, c'est pas vraiment une surprise pour moi. Comme on avait parlé l'an passé, je voulais me retrouver un petit quelque chose. Tu sais, je m'étais ennuyé un peu du football. Puis écoute, c'est un beau défi qui s'en vient à Drummondville. J'ai hâte de voir comment les joueurs ils vont réagir cette année. On a un bon minding à date, je te dirais. C'est bien parti, donc espérons que les choses vont bien aller pour 2020. Ouais, alors, on fait un retour. On va parler un peu du collégial et du CIS en fin d'émission. Mais tout seigneur, tout honneur, on est à 3 jours du 54e Super Bowl, Anthony. Et je pense pas qu'on va avoir un Super Bowl défensif comme l'an dernier. Cette année, les Chiefs de Kansas City, 12-4, champions de l'américaine, affronteront les 49ers 13-3 vont représenter l'association nationale. Anthony, je pense qu'au début des séries, on aurait dit que ces deux équipes-là allaient en finale. Il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui nous auraient contredit. Non, ben, pas vraiment. En fait, moi, je m'attendais à ce que San Francisco ait vraiment une bonne saison. Mais au point de se rendre au Super Bowl, écoute, je suis vraiment, c'est une des belles surprises cette année. Il y a même des personnes, tu sais, justement, les gars à ESPN puis à NFL Network qui les classaient comme dernier de la division Ouest. Ouais. Puis écoute, vraiment, toute une saison, vraiment, ça prouve que les Patriots ont fait toute une erreur en échangeant Garoppolo, parce que là, Brady s'en va à Vegas. Il a supposément acheté une Ouais. maison à Vegas. Supposément. Mais bon, les rumeurs sur Tom Brady vont pouvoir plein jusqu'à temps que le dossier soit réglé. D'après moi, il va avoir acheté une maison dans tous les villes de la NFL. Ouais, exactement. Mais écoute, c'est quand même intéressant. Tu sais, je pense que si la NFL veut partir une nouvelle franchise justement à Vegas, avec la belle historique que sont les Raiders, je pense que tu sais, le temps de repêcher un bon carrière, de le développer en arrière de Brady, un peu comme Rodgers a fait en arrière de Brett Favre, je pense que ça peut être une solution qui est très gagnante là, pour cette organisation. Absolument. Analyse. Donc, on va analyser ce Super Bowl. On va prendre le temps vraiment d'analyser les deux forces en présence. À tout à l'heure, on va commencer avec les gagnants de l'Association américaine des Chiefs de Kansas City. Si tu me permets, je vais y aller avec le parcours des Chiefs. Donc, fiche de 12-4, comme je disais. Cette année, c'est quand même 143 points, différentiel de plus 143, 451 points pour. Sans surprise, ils ont été encore une des meilleures attaques de la NFL. La deuxième dans l'américaine, derrière évidemment les Ravens de Baltimore. Euh, et en défensive, début de saison très, très, très lent pour cette défensive qui inquiétait. Mais en deuxième moitié de saison, on sent que cette équipe-là vraiment pris son envol. Je pense que Steve Spagnuolo a vraiment réussi à assembler toutes les pièces du casse-tête. On a donné 308 points, mais en deuxième moitié de saison, on a été très bon. Je sais qu'ils ont été 2 matchs de suite sans donner de toucher. Alors, une belle fin de saison et malgré un lent départ en série contre les Texans, Anthony, euh, les Chiefs sont revenus. Et je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'on a vu vraiment la vraie identité. Les Chiefs ont pris leur envol. Oh oui, absolument. Puis, juste, justement, tu parlais des Titans du Tennessee. Ryan Tannehill, écoute, moi, je suis souvent en Floride, à Miami. J'ai passé des années à prendre pour les Dolphins quand que j'allais justement au Sun Life Stadium ou peu importe comment ça s'appelle, le stade maintenant. Hard Écoute, c'est Rock, impressionnant. Hard Rock Ouais, Stadium, excuse-moi. où sera Le beau, disputé le Super Bowl, justement. ouais. Le Hard Rock, qui d'ailleurs, ont fait une nouvelle hôtel en forme de guitare, je pense à 15 minutes. C'est vraiment impressionnant. J'ai grandi en allant voir Tannehill depuis, je te dirais, les 7-8 dernières années. Puis, écoute, vraiment, tu voyais que c'est une équipe avec Tannehill qui était capable de peut-être se battre pour une place en série, mais toujours arriver court avec les Patriots qui finissaient toujours premier. Puis là, Tannehill, tu vois, c'est un flop, ça marche pas. Arrive au Tennessee en fin de saison, il remplace Mariota et bam! Oui. Éclosion du joueur. Faut dire que Derrick Henry l'a beaucoup aidé, mais quand même. Euh, Écoute, quel revirement de situation pour la carrière de Tannehill. C'est là des fois que tu vois,
que des fois, juste un système de jeu qui est différent, un encadrement qui est différent, ça peut faire toute la différence pour un joueur. Ouais, du côté de Tennessee aussi cette année, attaque. Quand Tannehill est arrivé vraiment, on a sorti de l'artillerie là. On est allé avec des jeux explosifs. On avait un A.J. Brown qui avait connu une bonne saison. Corey Davis qui, en deuxième moitié de saison, a été le receveur qu'on a repêché en première ronde. Je pense qu'on a quand même des bonnes munitions. C'est sûr que quand Derrick Henry court comme ça, ensuite on prépare notre jeu de passe, on peut y aller avec des play action. Donc, et des jeux explosifs. C'est ce que Tannehill a amené à cette attaque-là. Et Tennessee, écoute, je les avais placés en série en début de saison, mais je pensais jamais qu'ils seraient demi-finalistes pour le Super Bowl. Mais écoute, les Chiefs, honnêtement, ont été vraiment trop forts dans ce match-là, même si Tennessee a bien commencé. Tu peux avoir une avance de 24-0 contre les Chiefs, et on a vu la preuve, les Texans nous l'ont démontré, il n'y a rien de joué. Tu fais juste ouvrir une étincelle pour les Chiefs et cette équipe-là peut partir parce qu'ils ont probablement le meilleur corps arrière de la NFL. Ah, absolument. Parce que, tu sais, Pat Mahomes, est-ce qu'il l'aide peut-être comparativement à d'autres corps arrière mobiles qui est capable de lancer le ballon de différentes façons? Écoute, il est incroyable. Et les Chiefs, hein, c'est leur vitesse en attaque. Oui, on a Travis Kelce qui va y aller chercher les gros jeux robustes, mais quand tu as des gars comme Tyreek Hill, Mecole Hardman, Sammy Watkins comme receveur de passe, écoute, honnêtement, pour une tertiaire, c'est stressant parce que du 1 contre 1 à l'état pur, tu risques de te faire battre. Là. J'ai aussi envie de te dire, juste le schéma offensif, juste de savoir pour une équipe que tu affrontes en fin de semaine, une offensive qui est dirigée par Andy Reid, qui a du succès dans Andy cette Reid, ligue-là. honnêtement, là, Il mérite son Super Bowl. Il mérite son Super Bowl. Il a été en finale, on se rappelle la défaite contre les Patriots, je pense en 2005 avec Donald En 2004 contre les Eagles. Écoute, la seule année où McNabb, Westbrook et Terrell Owens auraient mérité avec Brian Dawkins, Javon Kersey. Aussi, écoute, tu me rappelles des beaux souvenirs de mon enfance. Écoute, moi, je suis un fan des Eagles depuis que je suis tout petit. Et puis là, je regarde de voir Andy Reid, qui était mon ancien entraîneur, justement, à Philadelphie pour mon équipe. Puis là, le voir rendu, il a roulé sa bosse dans la ligue, il est rendu en charge des Chiefs de Kansas City, de leur offensive, et de voir qu'il était capable d'avoir du succès sur plus de 2 décennies dans cette ligue-là, c'est difficile. On sait comment est-ce qu'une carrière d'entraîneur dans cette ligue-là, ça dure pas longtemps. C'est intéressant de voir qu'il est encore capable de dominer, d'exploiter le front défensif. Donc vraiment, moi je trouve que les 3 positions les plus importantes sur une offensive, après les joueurs de ligne offensive, bien sûr, c'est t'as le corps arrière, l'ailier rapproché tight end et un receveur qui est un playmaker. Pour moi, un playmaker, ça peut être un gars un peu à la Dez Bryant, qui est imposant physiquement, qui est vraiment un red zone threat qu'on va appeler, autant que tu as un Tyreek Hill en ce moment, qui est vraiment un speedster, il est rapide, il fait des jeux explosifs, il est inarrêtable. Tu conjugues tout ça ensemble, tu as LDT comme garde à droite de la ligne offensive, tu as Fisher, ancien first overall, aussi qui est là. Écoute, c'est Mitch Morse qui est le centre aussi, qui fait un excellent travail depuis des années avec les Chiefs. Écoute, vraiment, c'est une offensive qui est balancée. Le corps arrière, le tight end et les receveurs de passe sont la menace de cette équipe-là. Mais quand tu as une ligne offensive et des porteurs qui sont dominants, qui réussissent à faire un travail honnête, simple, écoute, je vois pas comment les Chiefs peuvent échapper le Super Bowl en fin de semaine, tout simplement. Là. En fait, c'est sûr que le front défensif des 49ers, on va y revenir plus tard, est incroyable parce que là, on va commencer par comparer les deux attaques. On fait un peu pas mal celle des Chiefs. Les Chiefs, on sait Andy Reid, avec les années, c'est pas l'entraîneur qui va courir le plus avec le ballon, mais il va le faire dans des bonnes situations. Brian Westbrook, se parler, c'est un bon exemple. C'est pas un gars qui va aller au temple de la renommée, mais lorsqu'on a eu besoin de lui, c'est un porteur de ballon qui fitait bien dans le système. Et je pense que Andy Reid est allé chercher le Sean McCoy cette année. C'est le Sean McCoy, oui, il y a des crampes au cerveau des fois. Mais quand le Sean McCoy décolle, ça reste un très bon porteur de ballon. Et Damien Williams, c'est pas le superstar, mais il fait le travail. Lorsqu'on a besoin de lui, il fait le travail. Je pense que c'est Andy Reid, c'est souvent, à part Brian Westbrook, et le Sean McCoy, ils ont quand même été quand même ont eu plus de répétitions avec les Eagles, mais depuis qu'il était avec les Chiefs, c'est vraiment un travail qui se fait en comité. Du côté des porteurs de ballon des Chiefs. Là, Sean McCoy va chercher des grosses verges, et puis Damien Williams, c'est ton homme à la porte des buts, c'est lui que tu vas avoir dans le charrière.
Donc, on fait quand même un bon travail chez Andy. Et pour revenir à Andy Reid tantôt, si tu me permets, parce que Andy Reid, souvent, il est critiqué. Mais moi, c'est un coach que j'ai toujours adoré. Et je trouve que dans les entraîneurs qu'on pourrait dire de la vieille école, avec Bill Belichick, c'est probablement les deux qui se sont le mieux adaptés au football moderne. Andy Reid, on peut reprocher beaucoup, surtout les dernières années, comment il gère le cadran, des fois des prises de décision. Mais Andy Reid, comme tu disais, pour décortiquer une défensive, c'est un des meilleurs. Je pense que c'est une des meilleures têtes de football que la NFL aura jamais connue. Et je pense que s'il met la main sur le Super Bowl en fin de semaine, c'est direction Canton en Ohio pour le temps de la renommée. Ah, absolument. Vraiment, lui, il lui manque juste ça, une bague du Absolument. Super Bowl parce que il a les victoires. Écoute, il a accompli beaucoup de choses. Écoute, c'est comme quand je joue à Madden, par exemple, puis que tu pars un joueur ou un coach, tu gagnes des comme XP, Ouais. un peu de carrière, puis là, tu peux te comparer aux autres, admettons. Puis Andy Andy Reid, il est dur à Reid, rattraper. il est dur à rattraper, puis il n'y a même pas de Super Bowl qui, selon moi, vaut le plus de points si on veut. Donc, Ouais. imagine à quel point tu rajoutes un Super Bowl, tu viens de rentrer. Écoute, dans un club select, déjà de gagner un Super Bowl, écoute, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont fait ça. Si on compare qu'il y a juste 53 années de Super Bowl, puis souvent, c'est les mêmes coachs qui l'ont gagné. Donc, à peu près une 40-45 coachs. Puis, en plus de ça, c'est sûr que sa carrière n'est pas finie, mais il va peut-être pas en gagner 5-6 comme Belichick, justement, avec les Patriots, mais quand même, il mérite cette bague-là. Puis aussi, on a un Québécois, puis un Ouais. Franco-Ontarien aussi, qui est Ouais, Ryan Ryan Hunter, faut Hunter, pas l'oublier. qui vient de là. Écoute, comment le Québec ne peut ne pas prendre pour les Chiefs de Kansas City en fin de semaine? Et en plus, Ça fait aucun sens. nous, on est des gars de la Rive-Sud de Montréal. Laurent vient de Saint-Hilaire, pas très loin de chez nous. Alors, on le Ah, souhaite. c'est Donc, sûr. maintenant, voici qu'on a fait l'offensive des Chiefs. On va y aller avec l'offensive des 49ers. L'offensive des 49ers, tu parlais de Garoppolo tantôt. C'était une bonne question. Encore eu une bonne saison, mais sans dire une saison spectaculaire. Mais vraiment, honnêtement, le travail du jeu au sol de cette équipe-là. Et écoute, Carl Shanahan a ramené le centre arrière dans l'équation, lui, cette année, avec Carl Jovic. Écoute, le jeu au sol, il faut que les Chiefs forcent les 49ers à passer le ballon. Oui, absolument, mais écoute, Parce que là, j'ai des mauvais souvenirs d'il y a 2 semaines. Raheem Mostert, je sais pas si je vais m'en remettre. écoute, moi, pour retrouver un peu cette réponse à cette question-là, c'est super simple. Il faut qu'on remonte au match de demi-finale, en fait, de finale de conférence de la NFC contre les Ah, t'es pas Packers. obligé. Écoute, malheureusement pour toi, William, j'ai pas le choix. C'est pas contre Ah, toi, mais j'ai pas le choix. Écoute, blague, c'est une blague. euh, je- on n'a même pas tenté 10 passes durant le match. Premièrement, chapeau à la ligne offensive des Niners qui ont dominé ce match-là Oui, complètement, qui ont la permis défense, justement la à défense des Mostert Packers de. a eu pour son argent. Écoute, il y a eu, je pense, pour plus que 200 verges durant ce match-là. Écoute, c'était simplement incroyable. Puis d'un autre côté, ce qui est difficile pour les Chiefs et la défensive justement des Chiefs, c'est on a passé le ballon, je crois, 6 ou 8 fois dans le match, Ouais. pour même pas 40 verges. Donc, du côté des Niners, on n'a rien montré sur vidéo. Oui, les Chiefs peuvent prendre des vidéos qui datent des séries, puis de fin de saison, puis de début de saison, mais ça reste que le plus frais de ce que tu aurais dû voir, les Niners n'ont pas eu besoin de le montrer. Donc, tout ce qui est jeu au sol, je pense que les Chiefs vont avoir le temps d'arrêter le jeu au sol. Je pense que le tape en fin de semaine passée, c'est pas mal juste ça qu'ils ont. Mais le jeu aérien, écoute, pense-y, là, tu as joué un match de demi-finale, dans le fond, les divisions, il y a 3 semaines. Donc, la semaine d'après, ça fait une semaine, tu joues contre les Packers, tu n'as pas sorti aucun gros livret de jeu sur la passe. Bye week, Super Bowl, 3 semaines. Donc, tu as eu 3 semaines du côté de Shanahan et de l'offensive des Niners pour préparer les schemes contre la défensive, peu importe qui s'en venait, puis on n'a rien montré. Écoute, moi, je comprends pas comment ce Super Bowl-là peut pas finir dans les 30 points du côté des deux équipes ou dans les 40 points comme on a vu avec les Eagles et les Patriots v'là 2 ans. Écoute, les Niners, au niveau offensif, partent avec un avantage tout simplement à cause à cause de l'avantage du vidéo. Mais si on compare les joueurs sur le terrain, il va falloir qu'on arrête l'ailier rapproché Kittle aussi des Niners, qui est tout simplement tout feu, tout flamme.
écoute, je pense ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça va être le duel entre deux des meilleurs alliés rapprochés de leur génération. Kelsey et Kettle. Et peu importe l'ordre que vous les mettez, ils sont 1 et 2 en ce moment dans la NFL. Les deux devraient avoir un impact dans ce match-là. Et Kettle, encore plus que Kelsey, encore un meilleur bloqueur. Et comme je disais, on ajoute le centre arrière dans l'équation. Des fois, on le fait même courir. Alors, c'est pour une défensive. Est-ce que Karl Jovic va sortir dans le filant pour aller à Captain Pass? Est-ce qu'il va aller bloquer en plein centre? Est-ce qu'il va aller bloquer sur le coin de la ligne? Est-ce qu'il va porter le ballon? Alors ça, c'est intéressant. Et Carl Shanahan, il faut se le dire, c'est pas toutes c'est maintenant rendu une génération où on veut embaucher les jeunes entraîneurs. Carl Shanahan, c'est un de ceux qui vraiment, on peut dire que c'est une bonne acquisition parce qu'il s'est adapté. Quand même passé d'une équipe qui était 4-12 l'an dernier, et là, cette année, vraiment réussi à implanter son système au complet. Fini 13-3. Écoute, chapeau à Carl Shanahan, qui est tout un entraîneur-chef. Ah, absolument. Puis moi, je suis quand même à mentionner, tu sais, je regarde les noms aussi dans les receveurs du côté des Niners. T'as Marcus Goodwin. Écoute, qui n'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un All-Star dans cette ligue-là. C'est sûr que cette année, il a pilé les stats de All-Star. Mais écoute aussi, Clemson, le receveur Deebo Samuel. Écoute, écoute, ce joueur-là, sans être un choix nécessairement, écoute, il fait la différence. Je pense que c'est un choix de deuxième ronde, par exemple. Là, je pense, c'est sûr que c'est pas un choix de première ronde. Je pense que c'est un choix de 2, mais en tout cas, c'est ça, il y a eu tout un impact malgré son rang de sélection. Ah, absolument. Puis moi, ce joueur-là, à Clemson, écoute, il était dominant. Écoute, peut-être que je me trompe avec un autre, mais il me semble qu'il y a un je pense que tu mélanges avec Hunter Renfrow avec les Raiders. Ah, c'est ça. Bon, mon erreur, mais quand même, c'est quand même impressionnant de voir que ce joueur-là a amené une différence. Oui, quand même, c'est une recrue. Donc, lui, selon moi, ça va devenir un des grands receveurs de la Ligue d'ici un an ou deux, écoute, si ça commence pas pour l'année prochaine. Puis, écoute, c'est vraiment impressionnant de voir qu'un choix au repêchage comme ça peut faire une différence aussitôt. Je l'ai vu aussi du côté des Seahawks avec DK Metcalf contre mes pauvres Eagles qui étaient amochés. Écoute, le petit logo avec les béquilles puis la petite chaufferette sur le front, ça voulait tout dire, je crois. Ah, mais juste une petite parenthèse. Josh McCown, dans ce match-là, est venu en relève, a essayé de se prendre pour Lamar Jackson une couple de fois, lui. Ouais, c'est le problème. Parce que le problème, c'est qu'il s'est déchiré le quad, je crois, durant le match, parce qu'il s'est fait mal à la jambe. Il a quand même fini le match. Puis sur un jeu crucial à la fin du match, il a quand même essayé de courir. Écoute, il a tout donné. C'est honorable, mais écoute, c'est plate, mais c'est comme ça. Honnêtement, je pense que les Eagles gagnaient le match avec Carson Wentz. Sérieusement. Honnêtement, peut-être, mais même quand McCown était là, j'ai vu des échappées, j'ai vu des routes qui étaient un peu en fait, qui étaient pas mal courus, mais qui étaient couverts par la défensive. Je pense que les Eagles auraient pu gagner ce match-là, mais les Eagles n'étaient pas dominants du tout. Donc, écoute, que ce soit Wentz ou quelqu'un d'autre. Pas que les Seahawks non plus, ça n'a pas été un gros match pour eux non plus. Non, absolument. Puis moi, ce qui m'a fait rager durant ce match-là, c'est que en deuxième ronde, l'an dernier, au draft, les Eagles, en deuxième ronde, ont choisi le receveur de Gigi Arcega-Whiteside. Ils l'ont sélectionné avant DK Metcalf. Mais écoute, Arcega-Whiteside, écoute, tu dois être 5 pieds 10, pèse 160 livres mouillé avec un saut de skidoo, là, comprends-tu? Puis à côté, tu as le phénomène DK Metcalf, puis tu as quand même décidé en tant que Doug Peterson, tu as besoin d'un receveur, puis tu as été avec Arcega-Whiteside au lieu de Metcalf. Écoute, c'est à ne rien comprendre. Puis la preuve, c'est Metcalf qui t'a fait perdre ce match-là de wildcard contre les Seahawks. C'est pas compliqué. Il a dominé. Puis déjà que la tertiaire des Eagles, c'est le plus gros maillon faible de cette équipe-là. Écoute, tu mets un gars qui est plus gros que Dez Bryant. Écoute, c'était sûr que c'était pour se faire manger. Là. Ouais, donc, parenthèse fermée. Donc, pour terminer avec les 49ers, excellente attaque. Donc, pour toi, tu donnes avantage à qui en attaque? Je pense que tu l'as dit, je pense que les Niners en raison des jeux surprises. Écoute, si tu veux, on peut y aller par comparaison, par position aussi. Écoute, si je regarde du côté des carrières, je pense que c'est qui ici. Écoute, juste avec ma honte, je pense que Garoppolo est pas loin, il a une très bonne saison.
les porteurs, je pense que Morster a prouvé qu'il Oh, est ouais, la le ligne trio, je offensive. pense que le trio de porteurs, c'est Matt Breda aussi qui est capable de porter dans Tevin Coleman, qui était avec Carl Shannon justement au Super Bowl avec les Falcons. Donc, on a un bon trio. Du côté des porteurs de ballon, avantage les Niners, absolument. Ouais. Puis là, c'est là que, écoute, du côté des receveurs de passe, pas vraiment de surprise. Je vais avec Kansas City tout simplement pour Tyreek Hill, Sammy Watkins. Écoute, c'est tout simplement écoute, rien enlevé aux Niners, mais quand même, c'est ça. On regarde du côté des tight Les ends, c'est Niners là que j'ai sont pas mis loin, égal. par contre. Les Niners sont pas loin parce que l'acquisition d'Emmanuel Sanders à la limite des transactions a aidé cette équipe-là. Tu as Deebo Samuel, mais à part ces deux-là, on n'a pas vraiment vu de receveur se démarquer. Tandis que chez les Chiefs, oui, Hill, oui, Watkins, mais on a quand même de Marcus Robinson et Michael Hardman qui sont capables de faire le travail. Donc, on a plus de munitions, je pense, en attaque. On a Byron Pringle aussi qui joue quelques répétitions. Donc, ouais, je pense que les Chiefs ont un léger avantage en raison plus de profondeur au niveau des Ouais, receveurs. tout simplement. Au niveau des tight ends, comme je disais, je mets ça égal. Écoute, entre Kelsey et Kittle, écoute, Oh, ouais, alors, oui, c'est match nul. je pencherais plus pour Kittle parce qu'en ce moment, c'est le joueur du moment. Mais écoute, sur un match, là, c'est entre Kelsey et Kittle, écoute, tu peux pas faire une différence. C'est deux joueurs au sommet de leur art. On met ça égal. Ce qui me laisse sur la ligne offensive, j'aime LDT, vous savez, je l'adore, mais malheureusement, Alors, la ligne les 49ers. offensive, écoute, ils l'ont prouvé. Puis les deux tackles, Joe Staley et Mike McGlinchey, écoute, c'est des brutes par la course. Ils sont mobiles, ils sont au deuxième niveau sur leur quatrième pas déjà, c'est incroyable. Écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec les Niners. Donc, si je regarde ça, côté offensif, on est égal puisqu'on a une égalité sur les tight ends. Donc, est-ce que c'est la défensive qui va faire la différence pour ce match-là? Oui et non. Mais moi, je donnerais le léger avantage aux Chiefs pour une seule raison. C'est parce que je pense que les Chiefs ont montré qu'ils sont capables de plus équilibrer leur attaque. T'sais, on sait que, oui, les 49ers, ils vont peut-être te gagner le match quand même avec 92 courses puis 3 passes. Là. Mais Ouais. je pense qu'on est capable de. Ouais. Sauf que, en même temps, je suis mitigé parce que les Niners peuvent. On l'a vu contre les Vikings. Carl Shannon, c'est la première séquence, 8 jeux, appelle 7 passes. Sur la deuxième séquence d'après, aucune passe. Fait qu'on peut me battre par la course, on peut me battre par la passe avec des séquences. C'est dur. Léger avantage pour l'expérience à Coach Reed et son attaque, mais bon, léger avantage. Bon. Donc, on arrive sur la ligne défensive. On arrive en défense. Ouais. On va juste faire un peu le tour des défenses avant de, si tu veux bien, avant Oh de oui, parler pardon. des comparatifs. Écoute, on va commencer avec celle des Chiefs. Comme je disais, première moitié de saison très difficile. On pensait que les Chiefs auraient peut-être de la difficulté à aller chercher un bail en première ronde en raison de leur défense. Il faut dire qu'en deuxième saison, comme je disais, Steve Spagnuolo, je pense il a réussi à faire prendre la recette. Et puis, on a vu les Chiefs meilleurs. Tes impressions sur la défense des Chiefs cette année? Ben écoute, moi je suis pas beaucoup expert en la matière de la défensive des Chiefs cette année. Écoute, on a fait une belle transaction aussi. On s'était débarrassé, je pense, de Dee Ford qui nous avait Oui. coûté le match en série l'an dernier. Écoute, c'est jamais des mauvaises choses. Je pense aussi cette année, on était sans Eric Berry qui avait quitté Kansas City. On l'avait remplacé par Tyron Matthew. Écoute, Il a eu juste toute une Tyron Matthew. saison, lui, honnêtement. Ouais, écoute, il a été dominant. Euh, Écoute, la défensive des Chiefs est très bonne, très forte. Mais si on enlève Tyron Matthew, j'ai pas l'impression qu'il y a de superstars non plus dans cette équipe-là. Tous des bons joueurs, une bonne défensive. Ben, t'as Clark sur la ligne défensive qui est très solide. Mais non, c'est ça, on n'a pas des secondaires élites, on a des gars qui jouent bien. Je pense que c'est vraiment un travail vraiment d'équipe, ça. On n'a pas, à part, comme tu dis, Tyron Matthew qui est la grosse vedette. Juan Thornhill, qui paraît bien dans cette tertiaire-là, aux côtés de Tyron Matthew, je pense que cette année, on l'a senti, un peu plus à l'aise et réussi plusieurs interceptions, des gros plaqués. Donc ça a aidé, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas une défensive impressionnante, mais elle est capable de faire le travail. Celle des 49ers, par contre, Anthony, front défensif, monstrueux. Quand tu pars avec un gars comme Nick Bosa, tout Ah, est perdu. écoute, c'est sûr. Puis j'ai vraiment envie de te dire,
Du côté des 49ers, tu as la jeunesse, donc tu as Nick Bosa, tu as DeForest Buckner, qui a été aussi un choix de première ronde il y a 2-3 ans. Si je me souviens bien aussi, Eric Armstead, qui est un monstre aussi. Puis là, après ça, tu regardes du côté de Kansas City sur la ligne défensive, tu te dis, OK, là, je tombe dans quelque chose qui est plus expérimenté. Le vétéran Frank Clark est là quand même. Ça fait quelques années qu'il est là. Ils sont allés chercher aussi Terrell Suggs. Oublions pas qu'il est aussi à Kansas City. Puis, oublions pas non plus Chris Jones aussi. Donc, vraiment, même s'ils sont jeunes, ils sont considérés comme des vétérans, à part Suggs, qui lui, ça fait longtemps qu'il est là. Mais quand même, j'ai l'impression que... Ouais, donc j'ai l'impression que du côté des Niners, on a la fougue de la jeunesse qui sort de la NCAA, puis tu as l'expérience de la NFL justement sur la défensive de Kansas City. Donc, quand même, tout est permis, tu sais, vraiment pour... C'est quand même balancé, je te dirais, là, du côté de la ligne défensive des deux côtés. Oui, absolument. C'est ça, de Forrest Buckner aussi. On a Sheldon Day qui est un joueur qui a quand même un peu d'expérience du côté des Niners. Earl Mitchell qui est capable de jouer régulier. T'sais, on a des gars qui jouent sur le banc mais qui pourraient jouer régulier. Solomon Thomas, je l'avais mentionné. On est vraiment solide chez les Niners. Je pense que le front. On était chercher Dee Ford également aussi, hein, faut le rappeler, qui était l'autre bord. Après avoir coûté un Super Bowl, une présence au Super Bowl au Chiefs l'an dernier, peut se reprendre avec les Niners. Alors, je pense que pour la ligne défensive avec Armstead, Buckner, Bosa, Ford, justement, je pense qu'on sait jamais quel défensif peut donner parce que, écoute, Robert Saleh, justement, premièrement, qui est un gars très intense en défense, sa défensive joue comme lui. Écoute, il est drôle, il est le fun d'avoir allé, lui, le long des lignes de côté, Robert Saleh. Ouais. La défensive en barque. Je pense que les gars sont intenses comme lui. Je pense que c'est un peu plus dur de jouer contre la ligne défensive des Niners parce que les quatre ou cinq gars que tu peux mettre là, écoute, tu te dis lequel qu'il faut que je bloque. Puis, Comme tu dis, il y a de l'expérience de l'autre côté, mais moi, je vais donner un léger avantage du côté de la ligne défensive aux 49ers. oui, donc, puis tu sais aussi, là ensuite, c'est vraiment là que ça va se gâter, parce que si on regarde le restant de la défensive, là, on a fait le tour de la ligne défensive, écoute, je regarde le roster de Kansas City, puis sur les linebackers puis les cornerbacks, il n'y a rien à dire à Kansas City, c'est tous des gars, si on veut, qu'on connaît pas, ils font du bon travail, mais tu sais, écoute, là, les Niners, là, juste du côté des secondaires, t'as Quan Alexander, Fred Warner, Malcolm Smith, juste ces trois-là, juste ces trois-là, juste un est déjà meilleur que tout ce qu'il y a à Kansas City. Puis là, donc, c'est un peu rapide pour les secondaires, mais ça résume quand même pas mal le tout. Puis ensuite, je tombe sur les demi-défensifs. Je regarde du côté de Kansas City. Du côté de Kansas City, il n'y a aucun gros nom, font un bon travail, mais. À part Tyrann Mathieu. Ouais, mais lui, je le considère comme un safety, même pas comme un cornerback, c'est ça. Donc, tu sais, puis là, tu regardes les corners du côté de. T'as Richard Sherman en partant, là. Juste déjà là, tu viens, puis Quan Williams qui fait tout un travail. Et Jimmy Ward. Ouais, aussi très bon. Donc, tu vois que cette année, c'est une défensive qui fait shiner tout le monde du côté des Niners. Puis du côté des safety, ben, ça va à Kansas City à cause de la présence de Tyrann Mathieu. Mais en général, la défensive, ça devrait être un match plus facile défensivement pour les Niners. Mais écoute, ne se trompe pas encore. Écoute, j'ai envie de te demander, Will, quelle est ta prédiction pour le Super Bowl? Attends, avant d'aller à la prédiction, on va quand même parler un peu des impondérables, les unités spéciales. Je pense que pour la simple et bonne raison que tu as Tyreek Hill, tu as Mecole Hardman qui peuvent retourner des ballons. Je pense que de ce côté des retourneurs, c'est vraiment un avantage aux Chiefs. Je pense qu'on ne s'assinera pas là-dessus. Là. Non, je ne penserais pas, mais quand même, on peut parler des batteurs. Un vétéran Robbie Gould qui a eu une saison difficile, mais qui a quand même rené de ses cendres en série. Et de l'autre côté, tu as un Harrison Butker qui est régulier comme un horloge. Du côté des batteurs. Comme un horloge, mais il fait toujours une petite curve quand il botte. Ça, c'est jamais bon signe pour un batteur. Ouais, mais il y met souvent les poteaux, puis je pense que ça énerve pas Andy Reid trop. Je pense qu'on est quand même du côté des batteurs assez similaires.
Mais du Puis côté des moi, tu batteurs de vois, dégagement, on a deux bons batteurs de dégagement. Cole Quitt de l'autre côté, qui est un vétéran qui est dans la NFL depuis des années. Et de l'autre côté, une recrue, Mitch Wisnowski, qui a été, écoute, quelle jambe il a cette année. Je l'ai vu contre les Packers, justement, dégager de la ligne de 10. Il a mis ça presque dans le fond de la zone de l'autre côté. C'est impressionnant. Alors, la guerre des unités spéciales, je voulais juste en parler un peu parce que ça va être important. Ça pourrait quand même faire une différence dans ce match-là. oui, absolument. Puis je pense que quand tu arrives dans un match crucial comme ça, entre Butker, qui est quand même jeune, qui a 24 ans, contre un vétéran dans la fin trentaine comme Gold, écoute, je pense que je vais y aller un autre petit avantage botteur à cause de l'expérience de Robbie Gold. Quoique, il a déjà joué à Chicago, ne sait-on jamais, peut-être que le malheur de Chicago va se transporter jusqu'au Super Bowl avec les batteurs. Ne Ouais, et sait-on jamais. on salue Cody Parkey l'an dernier. Oh yeah, les poteaux pour les Eagles, c'est toujours bon. Oui, et j'aimerais rappeler à mes amis qui prennent pour les Bears que les Bears n'ont pas fait les séries cette année. Alors, dommage pour vous, mais heureusement pour moi. Euh, Et, et quand on trade up aussi pour Trubinsky à la place de Mahomes, tu payes pour longtemps. écoute, les gens m'ont demandé l'autre fois, pour Mitch Trubisky, tu l'aimes pour vrai? J'ai dit oui, oui, j'espère qu'il va être dans la division pour longtemps parce que les Packers vont pouvoir continuer de régner au sommet de cette division. Pour terminer, les coaching staff, les deux entraîneurs-chefs, moi, je vais y aller avec pour l'expérience. Il a vécu un Super Bowl comme entraîneur-chef. Tu sais, quand Chanel l'a vécu, mais il était coordinateur offensif. Andy Reid a de l'expérience, il a été en série souvent. Léger avantage Andy Reid pour l'expérience. Ah, absolument, je suis d'accord avec toi. Je pense que Mais, c'est l'année des Chiefs. mais s'il y en a un des deux qui va nous sortir un petit jeu truqué dans ce game-là, je gagerais sur Carl Shanahan. Ouais, je pense que Andy Reid aussi est capable d'en faire. Je suis pas vraiment Ouais. inquiet à voir leur Mais, offensive, de voir Hill qui se promène partout en ouais, pre-motion, puis écoute, là, ça se promène partout sur le field. Je suis pas inquiet, puis Mahomes, il est capable de courir avec un ballon au besoin, donc ouais. écoute, à voir, à voir. Comme je le disais d'entrée, je ne pense pas qu'on va avoir un Super Bowl défensif. Anthony, ta prédiction pour ce match-là? Avec le joueur par excellence. Avec le joueur par excellence, écoute, ça c'est difficile. Je pense que personnellement, ce match-là va être une victoire des Chiefs de Kansas City en prolongation. Oh! Pour la deuxième fois de l'histoire. 44-38 pour les Chiefs de Kansas City. Joueur par excellence, j'ai pas le choix d'y aller, Patrick Mahomes. Écoute, clairement, ça va être un match offensif. Il va compiler des statistiques incroyables. Moi, je m'attends à tout un Super Bowl en prolongation, 44-38 pour les Chiefs. Vous l'avez entendu ici en primeur. Moi, je vais avec les Chiefs aussi, 37-33. Joueur par excellence, ça serait facile d'y aller avec Mahomes. Je pense qu'il va avoir un gros match. Mais un qui va exploser, qui va connaître le match de sa carrière avec pas moins de 3 touchés et pas loin de 180 verges de réception. Travis Kelce. Oh, tout un choix. Alors, 37-39, donc on y va avec ça. Analyse du Super Bowl, c'est fait. Alors, Anthony, on va prendre quelques instants pour parler un peu des Alouettes. Il y a eu du mouvement depuis notre dernière émission à la fin novembre, les Alouettes qui venaient d'être éliminées. Écoute, directeur général, c'est réglé. Danny Oui, Maciocia, je pense que c'est un choix logique. on en parle après la pause. Alors, on est de retour au 17-20 et j'en parlais avant la pause. Danny Maciocia qui a été nommé directeur général des Alouettes, Anthony. Je disais que c'était le choix logique. D'accord avec ça? Ah, absolument. Écoute, ça prenait quelqu'un justement de la ville qui est originaire d'ici pour pouvoir, si on veut, reconstruire les ponts. Il connaît la Ligue canadienne également. Oui, c'est ça, absolument. Puis, écoute, c'est sûr qu'au niveau DG, Opération Football, c'est vraiment très intéressant, là. Donc, écoute, ça peut pas être un meilleur choix pour justement pour aider pour les ventes, pour aider pour l'équipe aussi, la popularité. Écoute, quand c'était les anciens propriétaires qui étaient là, la famille Wettenhall, depuis peut-être quelques années, tu avais l'impression que même si l'équipe elle va pas bien, si au moins tu as l'impression que c'est ton équipe, que c'est ta ville, c'est ta province, ça peut être quand même moins pire. Mais force est d'admettre qu'on avait aussi perdu ce côté-là, du côté des Wettenhall. Donc maintenant, place à Machocha, place à mettre son plan. Moi, Will, je suis très excité de voir comment cette organisation-là va continuer sur son air d'aller de la saison dernière.
Oh, absolument, moi aussi, et je n'ai pas arrêté de te le dire, que ce soit hors d'onde ou ici même. Moi, Carrie Jones, l'an dernier, je l'ai acheté, ce gars-là, là. C'est le genre d'entraîneur que j'aime. Tu sais, il donne des responsabilités à ses adjoints aussi, permet, tu sais, c'est un entraîneur dynamique. Je pense qu'avec Jones, comme entraîneur-chef, Danny comme DG, Mario Cecchini, qui a été cherché comme président, une bonne figure dans le monde des médias ici, au Québec, a été quand même boss à quelques stations de radio, je pense. Un nom très populaire. Et Gary Stern, honnêtement, comme propriétaire, moi, j'ai aimé son attitude immédiatement quand il a acheté l'équipe. À la conférence de la presse, il a dit ça va se faire en français, on va aller chercher les meilleurs francophones disponibles. Puis il dit, moi, je vais me forcer pour apprendre le français aussi. Lui, il est très excité. Tu sais, le gars, il connaît la Ligue canadienne parce qu'il écoute ça. Il suit ça. C'est pas un propriétaire qui arrive ici, qui connaît aucunement les règlements, qui connaît pas le fonctionnement. Donc, moi, je suis très excité, honnêtement, avec le quatuor qu'on a en place. Oui, absolument. Puis moi, ce que j'ai retenu dans la conférence de presse, là, 2 mois ou un mois, quand il y a eu cette annonce-là, c'est en fait, là, un mois, c'est que quand Stern a annoncé qu'il avait entrepris les démarches pour acheter l'équipe, ça faisait seulement 3 semaines. Il disait qu'il était au party de la Coupe Grey chez lui avec des amis, puis que là, ses amis lui ont Ouais, parlé. Écoute, j'ai un peu de misère avec cette version de l'histoire-là. Je veux dire, t'es un homme d'affaires, tu vaux des millions, voire peut-être 1 milliard de dollars avec ta compagnie. Puis là, tout d'un coup, ton chum dans ton salon te dit que l'équipe est à vendre, puis 3 semaines après, c'est fait. Écoute, oh, ouais, non, écoute, je suis pas fiscaliste, mais il me semble que de régler les choses comme ça en 3 semaines, quand la Ligue est pas capable de régler le problème avec des groupes québécois depuis un certain temps, je ouais, trouve ça louche. Aussi, juste que, comme je te disais, hors d'onde, pour pas nommer de nom, quand j'étais justement dans l'organisation l'année dernière, écoute, il y a des personnes qui sont arrivées au poste, puis comme par hasard, il y a le même nom de famille dans les bureaux qui sont là depuis à peu près le temps que j'étais arrivé depuis un an. Donc, depuis que l'équipe était à vendre. Donc, ouais. quelque part, je me dis, coïncidence, peut-être, mais j'aime penser que c'était prévu depuis longtemps, peut-être pour le poste de directeur général, président, développement des joueurs, donc tout ça. Donc, je me dis à quelque part, c'était déjà arrangé au niveau opération football, il manquait juste les propriétaires. Donc ça, c'est de la manière que j'aime le voir. Donc déjà, je pense que les Alouettes, depuis avant même que Kevin Reed s'en aille, on avait déjà un plan qui s'en venait, qui devait Ouais. être négocié ou préparé. Ça, c'est mon opinion parce que je l'ai vu un peu sur la fin quand j'étais dans cette organisation-là. Ensuite, par rapport à ça, toutes les décisions qui ont été prises, c'est tellement du bonheur pour un partisan québécois, justement pour, puis juste de voir qu'on peut appartenir à cette équipe-là à nouveau avec des Québécois. Aussi, je salue qu'on a ramené Et, Éric Deslauriers aussi, je ouais, pense, là, qui a eu une avec les promotion, lui, je pense, président des opérations de football, je suis pas sûr, je pense que c'est ça. Ouais, quelque chose comme ça, où c'est exécutif aux joueurs. Je me souviens pas exactement c'est quoi le terme, mais quand même, on a gardé un ancien, un gars qui a passé Luc, vraiment à Luc, tous les Luc, stages avec l'équipe. Luc qui est dans le coaching staff avait commencé l'an dernier quand il a pris sa retraite, mais là, ça va être sa première année complète. T'sais. On garde des gars, André Bolduc, qui est maintenant entraîneur, chef adjoint aussi, hein, il a une Ouais, responsabilité de plus qu'Harry Jones qui a dit, conférence de presse, que c'était son bras droit et qui lui faisait ouais. confiance. Donc ça, c'est bon pour les partisans. Ouais, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand Carrie Jones et Bolduc ils étaient adjoints ensemble, c'est là que tu voyais que c'est un duo qui travaillait bien ensemble au niveau offensif. Une fois que Kerry Jones a eu cette promotion-là, la moindre des choses, c'était que André Bolduc le suive. J'avais eu la chance justement à la clinique pour les entraîneurs qu'on avait organisé justement avec les entraîneurs de football durant le camp d'entraînement dans le temps que c'était encore Mike Sherman avant le début de la saison. Je me souviens que Carrie et André avaient pris le temps de se déplacer, venir rencontrer des entraîneurs. Moi, vu que je l'organisais, j'étais là aussi. Puis on arrive, et puis là, tu as Carrie qui répond à toutes les questions, comment qu'on court inside zone, outside zone, comment qu'on fait ci, comment qu'on fait ça, explique tout super bien. Donc, tu sais, comme Carrie puis André, tu voyais qu'il y avait une chimie de la manière qu'ils parlaient puis qu'ils expliquaient les choses, donc je suis pas surpris de voir. Et c'est des gars qui connaissent le football canadien comme le fond de leur poche. Ah, absolument, mais c'est de voir une chimie comme ça entre deux entraîneurs, tu vois que c'est un duo que si Carrie ou André venaient à partir, ça pourrait faire suivre l'autre. Oui, absolument.
Et donc, pour terminer, au niveau des joueurs, hein, grosse nouvelle, Danny qui a réglé des gros dossiers immédiatement. Vernon Adams signé jusqu'en 2022. Ça, c'est une bonne nouvelle, autant pour les partisans, mais autant pour les joueurs autonomes qui pourraient venir à Montréal. Tiens, on sait que ça se trouve, c'est le 11 février, le marché des joueurs autonomes. Là, on a un corps arrière qui est signé à long terme et qui peut faire la différence à long terme aussi. Oui, absolument. Écoute, ça a été une éclosion de Adam cette année. On s'attendait tous à que ce soit Antonio Pipkin Qui a été qui libéré d'ailleurs hein, ce ouais, matin. Euh, ouais. faut le dire. Alors, terminé pour M. Pipkin. James Wilder, porteur de ballon, qui était avec les Argos, qui s'en vient avec les Alouettes. Tes impressions là-dessus? Moi, j'aime bien l'acquisition. Je pense que ça va combler un peu la robustesse que Stenback avait. Si tu m'amènes le James Wilder de 2-3 ans qui a gagné la Coupe Ouais, Grey, j'ai aucun absolument. problème. Si tu m'amènes le même Wilder que la saison passée, Non, c'est écoute, sûr. c'est quand même un beau pari. C'est un gars qui a gagné MVP de la Coupe Grey, si je me souviens bien. Oui, absolument. Un match à son année recrue. Il y a 2-3 ans. Puis là, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il mange. J'espère qu'il va lâcher le McDo, mais qu'il va commencer à s'entraîner. Parce que ça peut être une belle signature comme stand-back, comme ça peut être un flop comme on a eu comme tant d'autres. Là. Je pense que ça va être vraiment un travail de duo cette année. James Wilder va être ton gars qu'on va avoir besoin de trois verges et moins, et Jeremiah Johnson va être ton gars rapide. Mais Wilder est capable. Il a prouvé qu'il était capable d'être rapide aussi. C'est juste que, c'est ça, comme tu dis. Je pense qu'il va falloir qu'il les petits gars. André Bolduc, Ouais, hein, c'est lui l'entraîneur des porteurs de ballon. Moi, je pense qu'il est capable de faire un bon travail avec lui. Et ça ouais, va suivre. absolument. Et Danny aussi, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il a gardé ses joueurs canadiens d'importance. On a gardé Spencer Moore, Christian Matt. Immédiatement, les gars d'aller à l'attaque, la majorité ont été signés. Alors, Danny, là, qui est arrivé ici et tout de suite est entré dans les gros détails, là, régler des gros dossiers. Oui, absolument. Puis, tu sais, aussi, écoute, c'est comme je te dis, c'est juste le plaisir de voir que quand c'était Cavus Reed qui faisait des décisions comme ça, on remettait tout en cause parce que l'équipe allait pas nécessairement super bien. Là, t'as Macho Chuck qui arrive, qui fait à peu près les mêmes moves que peut-être que Cavus aurait fait. Puis là, tout le monde est excité, tout le monde est content. Fait que là, tous les moves Ouais, que mais Danny va sauf, faire, pardon? sauf que je pense pas que Machiocha fasse un stratagème pour contourner le plafond. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, non, ça, c'est complètement différent. Mais c'est parce que là, en ce moment, les partisans ont de l'espoir, sont excités. Donc, toutes les actions qui se passent, sans C'est même beau, ça. savoir si c'est bon ou mauvais, ah, c'est beau, c'est bon, on est donc fin, on est donc beau. Écoute, puis c'est ça qui est le fun. C'est que comparé aux dernières années, dès qu'il y avait une signature ou un release ou whatsoever, une transaction, là, tout le monde butait. Tout le monde, ah, non, 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 ou tout le monde n'était pas sûr. Puis là, tu sais, c'est juste de changer le vibe, que tout le monde est optimiste, ça fait du bien, là. Ça donne justement un coussin un peu, là. Ouais, absolument. Et parlant de Cavis Ridge, je viens de voir une nouvelle, ça vient de sortir, nommé coordonnateur offensif des Wildcats d'Edmonton dans la Canadian Junior Football League. Alors, on le félicite pour cet emploi. Ben, écoute, c'est pas vraiment surprenant. Cave Street, dans le temps qu'il était avec les Eskimos de Edmonton, c'est un des directeurs généraux qui a le plus investi dans le football junior de l'Ouest. Juste pour vous donner un exemple, au Québec, le football junior, c'est pas très, très fort comme Calais, on Non, peut mais dire, dans parce que l'Ouest canadien, c'est très, très fort. c'est c'est du semi-pro, là. C'est les joueurs aiment mieux se dire aller travailler puis jouer au football que d'aller aux études et jouer au football. Mais c'est pas parce que tu travailles que tu es moins bon nécessairement qu'un autre qui va à l'école. Donc, dans l'Ouest canadien, le football amateur junior est très fort. Donc, Absolument. donc ça valait la peine de comme investir. Et quand Kevin Reed, juste une petite anecdote, est arrivé en poste à Montréal, lui, il a dit je dois investir sur le football junior au Québec. Le football junior au Québec, ça regroupe, ce qui est un peu différent, c'est que les gars de 18 ans qui sortent du juvénile ne sont pas préparés comme les gars qui sortent du high school à 19-20 ans, comme dans l'Ouest canadien ou dans le restant du Canada. Donc, c'est sûr que déjà là, ça amène des joueurs un peu plus faibles. Il y a du très bon talent dans le football junior. Il y a des gars qui ont lâché l'école, justement, qui étaient dans le U-Sport, qui étaient collégial. Donc, il y a du très bon football qui joue. Mais dans l'Ouest, c'est mieux développé, c'est plus fort. Et si Cavus Reed n'aurait pas été le DG des Alouettes de Montréal et n'aurait pas organisé avec la Ligue junior du Québec, justement, je n'aurais pas eu cet essai avec les Alouettes. Donc, c'est important quand même que, pour moi, c'est un bon programme. Et si ça donne la chance, comme à chaque année, à des joueurs
que ce soit avec le Bataillon de Québec, avec les Raiders de Châteauguay, les Packers de Greenfield Park ou les autres équipes de la Ligue qui peuvent aller pratiquer et voir le talent du Québec, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, absolument. Voilà, ça c'est notre bloc sur les Alouettes. On va faire une autre courte de pause et on va terminer avec un peu de recrutement. Il s'en est passé des choses depuis notre dernier épisode. Les vagues de recrutement sont pas mal terminées au niveau collégial et au niveau du football universitaire. Alors, on est de retour pour la conclusion de ce 17-20. Et juste avant de passer au recrutement, c'est universitaire, on a pris des notes. Juste mentionner que Arnaud Gascon-Nadon, un ancien du Rouge et Or et un ancien également de la Ligue canadienne, qui a été nommé entraîneur-chef du Vultures du Collège Le Tendre. Donc, on le félicite et on lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Je pense qu'il vient d'aller chercher un bon entraîneur-chef, une bonne paille de football du côté du Collège Le Tendre. Oui, absolument. Puis c'était un des joueurs les plus robustes de son temps, de son époque, il y a 10 ans. Donc, ouais. Écoute, je suis pas vraiment inquiet que du côté du collège, il va commencer à frapper très fort. Oui, absolument. Donc, recrutement, on est allé, on vous énumérera pas quand même pas la liste parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont commis. On a pris quand même les joueurs les plus importants. Je vais commencer avec le Rouge et Or, Anthony, si tu le permets. On est allé chercher, je pense, le joueur le plus convoité de cette cohorte 2020. C'est Arnaud Desjardins, le carrière, le joueur par excellence du Cégep du Vieux-Montréal. C'est toute une addition là, qui va s'amener derrière Thomas Bolduc du côté de Laval. Puis là, tu dis comme derrière, mais écoute, pourrait-il le passer? Ben écoute, les corps arrière, ça n'a pas été non plus extravagant du côté de Bolduc l'an dernier si on compare à ce qu'on était habitué dans les dernières années. Donc, écoute, à voir. Moi, je suis convaincu qu'une jeune sensation comme ça au camp a quand même des chances pour le starting spot à Laval. Hey, petite parenthèse de même, la libération de Pepkin, est-ce que Hugo Richard devient le troisième corps arrière des Alouettes? Il serait temps en maudit qu'on se décide là-dessus parce qu'écoute, si on continue de le développer comme maraudeur ou sur les unités spéciales, on va perdre un talent brut québécois comme qui est jamais sorti. C'est pas un Marc-Olivier Brouillette. Le Marc-Olivier Brouillette était moins talentueux comme carrière, mais c'était un meilleur athlète pour jouer ailleurs. Hugo Richard, c'est un carrière. Ouais, puis il y a eu une longue carrière, Brouillette, que ce soit avec les Alouettes ou les Rough Riders, mais quand même, c'est important que on parle souvent que les corps du Canada ne sont pas capables de performer. On a eu Brandon Bridge, on a eu d'autres dans les années 90, mais c'est important. On a un talent brut, il faut l'exploiter, puis il faut lui donner. Moi, je me souviens en match préparatoire, quand à la fin du match qu'on a perdu contre Ottawa, le pré-saison, quand il a lancé une interception pour perdre le match. Écoute, il faut qu'il fasse ces erreurs-là. J'aime mieux qu'il le fasse dans un pré-saison qu'il le fasse en finale de la Coupe Grey. Là. Oh, absolument. Et quand il rentrait sur le terrain, la foule était debout. Ouais, absolument. Écoute, vraiment, il faut que les Alouettes exploitent ce que Hugo Richard peut amener à l'organisation, tant niveau marketing que niveau confiance envers les partisans. Puis ça commence avec Hugo Richard doit être le troisième corps arrière à la vie, à la mort. Ouais, alors, je voulais juste faire cette parenthèse-là parce qu'on parlait des carrières du Rouge et Or. Ensuite, du côté du Rouge et Or, on a ajouté le porteur de ballon et botteur des Élans de Garneau, Émile Malenfant, qui a connu toute une saison l'an dernier, tant comme porteur de ballon, mais également comme botteur. On a ajouté le receveur Vincent Carbonneau du Cégep de Notre-Dame-de-Foix, qui a été peut-être le meilleur joueur à l'attaque du CNDF l'an dernier. Et Édouard Arsenault également, qui se joint au Rouge et Or, l'ancien des Géants de Saint-Jean. Et je t'en parlais hors d'onde. On disait les Dupré ont été des gars qui ont été très spectaculaires ici. Édouard Arsenault, pour moi, je pense que c'est un des meilleurs receveurs à avoir passé à Saint-Jean. C'est une force tranquille, mais il faisait des gros jeux quand c'était le temps. Du côté on a ajouté deux joueurs de ligne offensive étoile, Samuel Fauché des Condors de Beauce et David Aubé, qui a été élu sur l'équipe d'étoiles avec le Noir et Or de Valleyfield, s'en vont avec le Rouge et Or. On a également ajouté, sans surprise, Anthony, le frère d'Alarie Tardif, Charles Lee, le joueur de ligne défensive de Lennoxville qui s'en va du côté de Laval, et Vincent Delille, demi-défensif étoile qui joint également les rangs du Rouge et Or. Vas-y donc avec les Redmonds, je vais y aller avec les Carabins par la suite.
Bon, donc, du côté des Redmen de En fait, McGill, pas les Redmond, les pas de nom de McGill. ah oui, excuse-moi, les McGill de McGill, à l'Université McGill, bien sûr, écoute, j'ai assez hâte qu'on trouve un nom puis qu'on arrête cette niaiserie-là. Écoute, du côté de McGill, vraiment, j'ai noté 5 joueurs qui ont vraiment été des additions importantes au programme. Premièrement, on a été chercher le trio, je dis bien le trio Oui. offensif spectaculaire au collège de John Abbott. Je parle bien sûr du meilleur porteur de ballon en D2 et peut-être selon moi un des meilleurs du réseau RSOQ collégial. Elijah Williams s'est fait à McGill, toute une acquisition du côté des Redmen de McGill parce que oui, je vais continuer à dire les Redmen tant qu'il n'y a Oui. pas un nouveau nom. Donc, déjà là, le jeu au sol, on vient de trouver un partant, selon moi, dès l'année prochaine. Ensuite, du côté des corps arrière, on a signé Mathieu Boudreau, le corps arrière Oui. de John Abbott, justement aussi la deuxième partie du trio. Vraiment, c'est un corps arrière qui est constant, qui est dominant, va se battre pour le job de partant dès l'an prochain. Et on ajoute aussi avec ça le receveur de passe qui complétait le trio, Owen Boujarski. Vraiment, petit receveur, mais comment qu'il est dominant. Vraiment, il est rapide, il a des mains vraiment fiables. Ça va être toute une acquisition. Et lui aussi devrait avoir du temps de jeu dès cet automne du côté des Redmen de McGill. Alors, Ensuite, salutations à Julien Deschênes ouais, un et à, ancien, et à Coach Hilaire qui nous suit également. ouais, mais justement, à Julien, qui est mon ancien coéquipier en 2014 Yes. au Lynx Tédon Montpetit, et qui j'ai eu la chance de coacher aussi à plusieurs reprises. Donc, les 2 joueurs qui me restent à terminer, un ancien du cégep de Saint-Hyacinthe, tu sais comment j'aime mes anciens, j'ai pas le choix d'en parler, Oui. David Amani. Une Écoute, star. une superstar, autant dans son look que son jeu sur le terrain. Écoute, c'est pas, il est rapide, il est fiable, écoute, c'est le genre de joueur qui a une agressivité avec le ballon pour gagner des verges, capable de faire de gros jeux. Espérons qu'il ne sera pas blessé durant ces 4 ans à McGill. Et je termine avec le corps arrière des Diablos de Trois-Rivières, Charles Cossette, qui va entrer dans la danse pour le starting spot de corps arrière à McGill. Donc, une belle bataille à prévoir entre Boudreau et Cossette, que ce soit pour numéro 1 ou numéro 2. Du côté de McGill, pour l'avenir du corps arrière pour les 4 prochaines années, je suis pas très inquiet avec ces 2 additions. Et À ça toi, va être une belle William, compétition. pour les Carabins? Yes. Et donc, du côté des Carabins, j'ai retenu quelques joueurs qui vont se joindre à l'équipe. Mitchell Park, allié défensif d'André Grasset qui se joint à la formation. Alexis Lévesque-Galland, un joueur de ligne offensive du CVM également, donc a été un rouage important de cette attaque du CVM cette année. Glody Alafou, Anthony, le porteur de ballon des Gaillards de Jonquière qui a été exceptionnel l'an dernier. Donc, une bonne acquisition du côté des Carabins qui, dans les dernières années, ont été très bons pour le recrutement des porteurs de ballon. Du côté on est allé chercher également l'excellent batteur des Nordiques de Lionel Groux, Philippe Boyer, qui va venir remplacer ton ami Louis-Philippe Simoneau du côté de Montréal. Guillaume Ranger, qui faisait un excellent duo avec William Marchand du côté de Grèce, le receveur s'en va. Du côté des Carabins, Eman Sissé, un joueur de ligne défensive qui se joint également à la troupe des Carabins qui n'ont toujours pas d'entraîneur-chef confirmé. C'est Mathieu Pronovo qui assure l'intérim pour l'instant. Donc, termine Anthony avec Concordia et Sherbrooke. Ben oui, donc pour commencer avec Concordia, d'abord, on est allé chercher le joueur de ligne défensive, Marc-Olivier Gascon, justement du Phoenix de André Grasset. Grosse prise aussi. On est allé dans le bas du fleuve jusqu'à Rimouski, le joueur par excellence en défensive, William Castonguay du côté des Pionniers de Rimouski. Toute une saison, plus de 70 plaqués en Division 3. Ça a été très bon pour lui. Je remarque aussi, on est allé chercher un joueur étoile aussi en Division 3 des Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert, Tristan Gauthier-Norris. Écoute, toute une charpente, un très bon joueur, devrait venir aider la défensive de Connew dès cet automne aussi. On a aussi été chercher l'excellent secondaire de John Abbott, Guillaume Piché. Et je termine aussi avec, évidemment, ma position préférée, le O-line. Le O-line, Tommy Poulain-Bérard de Thetford, si je ne me souviens bien. Et Ouais. et pour terminer, le corps arrière que nous adorons si bien, Adrien Gay des Faucons de Lévis-Lauzon. Écoute, vraiment, là,
Ça va être très beau à voir dès l'année prochaine pour l'offensive de Concordia. Donc, ce qui m'amène à la dernière équipe, à Sherbrooke. Donc, on s'est grossi sur la ligne défensive. William, écoute, on a signé à Vanier, Jonathan Mounieka, écoute, un gros bonhomme pour jouer dans les tranchées. Il sera pas tout seul. On est allé chercher Damien Irep de Tedford aussi. Deux colosses, deux gros bonhommes qui vont jouer dans le centre de la ligne défensive. Ça sera énorme à Sherbrooke sur le front défensif pour les 4 prochaines années. J'en profite aussi, on est allé chercher le duo de Morin aux Diablos de Trois-Rivières, soit Michael et Kevin, un porteur, l'autre receveur. On a aussi gardé du côté du Varéor et de Mathieu Lecomte le talent local de Sherbrooke. On a signé les 2 meilleurs joueurs défensifs du côté des volontaires du cégep de Sherbrooke, soit Thomas Poirier-Steben et Gabriel Royer. Je termine du côté offensif aussi. On est allé chercher, selon moi, le meilleur joueur de ligne offensive qui était disponible cette année au niveau collégial. Je parle bien sûr de Anthony Hort, le tackle du côté du collège Lionel Groux. Donc, grosse prise pour la ligne offensive de Sherbrooke. Et avec William Marchand, le receveur du Phoenix André Grasset, qui a aussi été très bon l'année dernière. Juste une petite note, William, avant de se quitter, j'aimerais aussi parler de Bishops. Évidemment, ils sont au Québec, ils sont peut-être dans l'Atlantique. Quand même eu de bonnes signatures. On a signé Nicolas Veillette, le receveur de Genabot, Frédéric Tessier et Benjamin Lachaine et Raphaël Michaud de Limoilou. Alors, oui, il ne faut pas oublier, donc, comme tu dis, les Gators, dirigés par Jeff Nicolas, qui ont perdu en demi-finale. En finale de la Coupe Atlantique. Okay, ouais, la finale des Maritimes. Écoute, on a passé à proche. Un duel Carabin-Bishop. Écoute, ça n'aurait pas été super bien pour Bishop, mais quand même, il serait revenu. Ça aurait pas été un long voyage pour les Carabins non plus. Ah, c'est ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, en terminant, juste Lamar Jackson va gagner l'MVP samedi soir. Ah, j'aimerais. Écoute, je vois pas comment il pourrait l'échapper. Ça a été la sensation cette année, absolument. Donc, c'est coach de l'année, Matt Lafleur. Non, c'est Shanahan avec les Niners. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais mention honorable à mon bon ami, comme tu le sais, Matt Lafleur, Matty Boy Baby, qui quand même eu une belle saison avec les Packers. Merci Anthony pour cette première édition. Merci à toi, William, mais j'aimerais juste terminer en disant, j'espère que Matt Lafleur ne jouera pas trop au basket durant le off-season cette année. Non, mais tu vois que ça a motivé ses joueurs d'avoir joué comme ça. Absolument. Alors, merci Anthony, et puis on se reparle bientôt. Merci William, bonne journée à tous, au revoir.